Bonjour à tous, vous êtes sur Be Smart for Change, la chaîne du business. Évidemment, on vous retrouve aujourd'hui pour cette troisième édition de Family Stories, l'événement des familles françaises qui sont évidemment à l'honneur aujourd'hui, qui détiennent des entreprises, qui sont à la manœuvre dans leurs entreprises, qui gèrent des équipes de management qui s'occupent de leurs entreprises, bref, les boîtes familiales et les entreprises familiales. Alors, on va évidemment accueillir bon nombre de spécialistes, de dirigeantes et de dirigeants sur ce plateau tout au long de la journée pour vous éclairer sur ce qui s'est dit pour cette troisième édition de Family Stories. On commence avec Samia Yacoubi à ma droite. Bonjour Samia. Bonjour Mathieu. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale au sein de Société Générale Private Banking. Absolument. Vous occupez, je crois, d'un segment assez large maintenant. Absolument, tous les segments. Tous les segments. Ouais. Donc on est ravis de vous avoir, vous Merci nous éclairerez de vos lumières. À ma gauche, Xavier Collard. Bonjour Xavier. Bonjour Mathieu. Bonjour maître, vous êtes associé au sein de Casal Manzo-Pichot Saint-Quentin. Tout à fait. Structure dédiée à la fiscalité, montée il y a une dizaine d'années et que vous avez réussi à porter comme étant aujourd'hui un des grands acteurs indépendants, une des grandes boutiques de la place en taxes. Oui, c'est ça, effectivement, on est spécialisé uniquement sur la matière fiscale. Et aujourd'hui, on est 30 avocats à 30 accompagner, exactement, à accompagner tous nos clients, donc que ce soit dirigeants, fonds d'investissement, grands groupes industriels sur toute la matière fiscale. Merci à tous les deux d'être ici. Donc vous le voyez, je vous l'avais dit, on a des spécialistes avec nous sur ce plateau. Vous allez intervenir dans un instant sur... on a commencé tout de suite avec une conférence extrêmement touchy ou en tout cas extrêmement sensible pour les familles. Ce sont dans le cadre des transmissions, il y a un rabattage des cartes, que ce soit pour une famille qui était actionnaire unique, qui accueillerait un fonds d'investissement, pour une équipe de management qui pourrait être amenée à évoluer, donc qui devrait être incentivée. Les incentives, vous savez, c'est l'alignement des intérêts économiques entre une équipe de management, peut-être qui n'est pas dans la famille, mais qui doit derrière effectivement gérer l'entreprise. Bref, il y a du tripartite à minima entre la famille, les sponsors financiers et le management, et il faut, dans le cadre d'une transmission, aligner les intérêts. Alors, vous venez en parler pendant presque une heure sur scène, on a encore 12 minutes ensemble. Quels sont les grands écueils à éviter, vos grands conseils, et peut-être en 2025, s'il y a des choses particulières à avoir en tête également sur ces sujets? On sait qu'en ce moment, le Dutreil a été sauvé. Sera-t-il sauvé encore longtemps? Je ne sais pas. Donc évidemment, bon, peut-être dans une seconde partie, on reviendra sur l'actualité. D'abord sur ce sujet de gouvernance, actionnariat, management. Xavier. C'est un point très intéressant. Aujourd'hui, on va avoir une dichotomie entre des actionnaires familiaux non opérationnels et des actionnaires qui vont également être opérationnels, le management, avec une troisième partie qui peut être également un fonds d'investissement qui rentre au capital. Aujourd'hui, les sociétés françaises, elles sont structurées d'une certaine façon, sociétés familiales, historiques, on est passé de génération en génération. On voit souvent que la famille, le patriarche, la matriarche, qui a une difficulté à aller incentiver les opérationnels. Et justement, toucher à l'equity, ça fait toujours mal. Exactement. L'equity reste dans la famille, sauf certaines exceptions bien entendu, que ce soit pour les opérationnels, qui vont être au cœur du business, et il va falloir les incentiver parce qu'il y a une forte concurrence des sociétés, on va dire un peu plus classiques et non familiales. Et de l'autre côté, il y a les fonds d'investissement. J'imagine. Exactement. Parce que quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans une entreprise familiale peut intéresser une autre famille. Exactement. Certainement. Et donc du coup, ça reste un retainer. Donc voilà, ça permet de conserver les bons postes au bon moment, et il va falloir structurer un actionnariat intelligent pour que ces postes opérationnels, ces postes clés restent sur du long terme et s'investissent pour la société, qu'elle puisse continuer son développement avec de nouvelles méthodologies. Et aujourd'hui, c'est un peu de la pédagogie qu'il faut faire avec ces sociétés familiales, parce qu'ils ont grande majorité des cas, un peu de difficulté justement à ouvrir le capital, que ce soit vraiment à des fonds d'investissement ou à leurs équipes en réalité. Et c'est la clé aujourd'hui de leur survie ou de la continuité de leur développement. Disons que je pense que pour résumer, pour les dirigeants et dirigeantes qui nous regardent, qui ne sont peut-être toujours pas convaincus, je pense qu'on parle tout le temps d'entreprises familiales comme d'acteurs, les acteurs du long terme. Ouvrir le capital à du management afin de garantir une stabilité quand on a les bons a fortiori,
c'est peut-être plus qu'un mal nécessaire, une opportunité justement de faire parler cette vision long terme. Aujourd'hui, les sociétés non cotées le font. Ça a été fortement développé depuis des années via les fonds d'investissement. Une opération de LBO ne se fait pas sans une équipe de management et sans une équipe de management qui est incentivée. Donc toutes les problématiques de management package qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Si les sociétés familiales passent à côté et n'incentivent pas des fonctions très importantes, un DG, un DAF, un directeur opérationnel, ils vont partir ailleurs parce que l'attrait de la société familiale uniquement, ça ne fonctionnera plus. Aujourd'hui, il y a moins de fidélité en fait, au projet familial et donc du coup ces postes très importants vont partir ailleurs et pour bénéficier du fameux Manpack par exemple. Donc du coup on arrive à incentiver ces opérationnels-là dans des sociétés familiales sans que la famille non opérationnelle, historique, perde le contrôle en fait. Et avec moins de risque fiscal que dans un vrai LBO? Et avec... alors, c'est similaire finalement. Je dirais que c'est similaire. Je dirais que c'est similaire et qu'effectivement, alors aujourd'hui, on va essayer de structurer ces outils-là. On a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur depuis le 15 février. Donc, du coup, on va essayer de structurer ces nouveaux outils afin de respecter cette nouvelle loi. On pourra en rediscuter un peu après si dans si un tu le instant sur la partie legal. Voilà, les Manpack, comme vous le savez, sont un petit peu dans la ligne de mire du gouvernement sur les requalifications en salaire, donc avec des impacts fiscaux énormissimes, alors même que les managers français ont toujours été plutôt bien traités, même par rapport aux anglo-saxons. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Mais on y reviendra. Samia, du côté de l'ingénierie patrimoniale, alors on a parlé du sujet stratégique, j'imagine que vous le voyez également. Même lecture sur les groupes familiaux, est-ce que ça a une tendance à s'améliorer? Est-ce que les groupes familiaux ne sont pas condamnés à répéter l'histoire, mais peut-être à évoluer aussi? Et on voit de plus en plus de familles ouvrir leur capital à leurs managers. Oui, absolument. Je pense que les familles françaises ont pris ce virage et elles le prennent à bras-le-corps de manière, je pense, de plus en plus ouverte, avec un point d'attention. C'est vrai qu'on a parlé de l'incentive des managers, donc ça c'est un premier sujet, mais il y a aussi en effet, Xavier commençait à l'évoquer, le sujet du contrôle et de la prise de décision et où est-ce que se prend la décision. Donc c'est vrai que les familles sont toujours très attentives à ce sujet de gouvernance, donc de bon gouvernement de l'entreprise, et donc on réfléchit beaucoup avec les familles aux organes de gouvernance. Donc qui est-ce qu'on fait intervenir notamment au conseil d'administration. Donc il y a de plus en plus de familles qui désormais acceptent d'intégrer des indépendants au conseil d'administration. Ce n'était pas une tendance naturelle. Et c'est vrai que finalement les conseils d'administration, faute d'indépendants, étaient un peu consanguins. Si vous me permettez ce raccourci. Et les conseils d'administration se faisaient le dimanche autour du déjeuner. Voilà. Donc c'est pas très professionnel. Et je pense que ça ne met pas la bonne distance entre l'entreprise qui doit être sanctuarisée et pour laquelle on doit essayer d'objectiver au maximum les décisions. Donc l'idée d'un conseil d'administration avec des indépendants, avec des commissions dédiées. Diversity, ESG... durable, exactement, international, rémunération. Un comité des rémunérations rémunérations. qu'on retrouve dans un board de boîte côté. De boîte côté. Et c'est vrai que les fonds d'investissement ont apporté cette culture, cette professionnalisation, notamment de la prise de décision et d'essayer de mettre un peu moins d'émotionnel dans la gestion. Parce que c'était quand même, je pense, la faiblesse de la gouvernance familiale qu'on met beaucoup en avant. C'est mis en avant aussi dans le champ du Dutreil. On a voulu s'inspirer du capitalisme rhénan allemand. Mais il n'est pas sans travers, et un des travers, c'est effectivement de rester entre soi et de ne pas s'ouvrir à d'autres. Il n'y avait pas quand même, on n'en a pas du tout parlé en préparant cette émission, mais on sait que les familles, notamment dans les régions, il peut y avoir un peu de compète, mais il y a quand même un réel réseau qui s'est créé au cours des siècles. Il n'y avait pas c'était pas forcément sous forme d'un board, mais il n'y avait pas de telle famille qui met une personne dans une famille à côté. Absolument. Ça s'est pas toujours fait un peu en bonne intelligence Si, c'est vrai. Il y a des régions, je pense au nord de la France ou à l'est de la France, où moi je l'ai beaucoup vu. Alors je ne sais pas si je suis exhaustive quand je dis ça, mais en tout cas, voilà, il y a effectivement des participations croisées, des gens qui sont dans des boards, des alliances stratégiques aussi, des apports en capital, des soutiens dans certains raids, parce que c'est vrai que quand on est là depuis 3-4 générations, qu'on a une dilution en fait de l'actionnariat, parce qu'on se retrouve avec les cousins, les petits cousins, au bout d'un moment, où est le pouvoir? Donc ça devient compliqué à gérer et on crée des alliances momentanées avec des pactes d'actionnaires.
voilà, et ça s'est toujours passé, c'est vrai. Ou une commandite quand on est 8000. Oui, et voilà. oui. Et voilà. C'est Mais vrai. blague de juriste. Mais juste une question également. Donc là, on est vraiment dans le sujet. Admettons qu'on ait réussi à convaincre les entreprises familiales qui nous regardent d'ouvrir leur capital. Le truc à faire, le truc à ne pas faire. Peut-être qu'il nous reste assez peu de temps. Un truc à faire, un truc à ne pas faire, peut-être. Un truc à faire, c'est vraiment de discuter du crash test. C'est-à-dire qu'il faut envisager tous les scénarios, on ne s'entend plus, on n'est pas d'accord, on a des grandes divergences stratégiques. Comment on sort voilà, de cette association? Je pense qu'il faut tout de suite poser les choses sur la table, il ne faut rien cacher, il ne faut pas essayer voilà, de cacher les choses, de ne pas aborder les sujets. Je pense que voilà, on prépare d'autant mieux les crises si on a tout prévu. Donc il faut faire de la prospective, il faut discuter tout de suite et tout prévoir et avoir un bon avocat. Alors bien sûr, et c'est un très bon sujet pour Xavier, mais juste sur la transparence, c'est possible la transparence dans une boîte où le management n'est pas seul à diriger. Là où il y a vraiment la famille qui est présente aux manettes, qui en général centralise beaucoup des pouvoirs régaliens, les managers en réalité ont pas forcément la vue 360, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que dans une boîte où la famille n'est pas exec, à la limite la transparence provient a priori de l'équipe de management. Donc la transparence, voilà, il reste une transparence de volonté, d'objectif, de stratégie, de je te garde pas. Mais voilà, par contre, si j'ai le PDG qui est la troisième génération et c'est pas forcément toujours inné d'être complètement transparent dans une boîte familiale non cotée. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas inné, mais je pense que si on veut faire grandir son management et qu'on veut sanctuariser son entreprise et la protéger, on est obligé de passer par cet effort. C'est un effort, mais je ne vois pas d'autre façon de le faire en fait. Après, il y a toujours des jeux d'acteurs, évidemment. Non, effectivement, mais je pense que c'est une obligation et ce qu'il faut absolument faire, c'est anticiper. Choisir correctement à qui on ouvre le capital, quel fonds, quel management. Quel membre de la famille qui va aussi reprendre, par exemple. On a des gens qui vont hériter, entre guillemets, d'un groupe familial. Certains vont être opérationnels dans la société et d'autres ne vont pas l'être. On a des discussions, nous, dans certains cercles familiaux, assez incroyables, où les opérationnels vont dire non, mais en fait, moi, je ne travaille pas pour mes frères et sœurs qui ne sont pas opérationnels et qui vont juste percevoir des dividendes et qui, en gros, attendent juste que ça ne se passe pas bien pour mettre des sanctions. Mais en réalité, ça fait aussi partie de leur héritage. Donc, peut-être que ne pas faire que de la transmission à titre gratuit aussi, ça c'est important. Responsabiliser les opérationnels en allant chercher de la dette pour acheter des titres, pour être peut-être plus fort d'un point de vue capitalistique que les non opérationnels, ça c'est très important. Et ça se voit assez rarement en réalité. Quand on pense transmission au cercle familial, à la génération en dessous, à titre gratuit, via souvent le régime du pacte du trade, quand on peut le mettre en œuvre. Donc on a forcément anticipé et bien structuré son groupe, mais certains en fait pensent qu'ils vont recevoir, ils sont 3 frères, un tiers chacun, donc voilà, avec un seul opérationnel. Déjà on peut mettre en place des systèmes de soult pour faire des donations, on va dire, pas équitables d'un point de vue equity, mais surtout on peut imaginer également d'avoir une transmission, pas du tiers par personne, mais seulement d'une certaine somme et que le reste soit acheté aux parents en fait par un opérationnel. Et ça c'est très important. Donc bien choisir pour moi les personnes qu'on fait rentrer par rapport aux besoins. Est-ce que c'est un investisseur financier? Est-ce que c'est juste ouvrir au management? Et comment on l'ouvre? Clairement, c'est anticiper et puis être bien conseillé. Ça, c'est important. Et j'ajoute peut-être à ce que dit Xavier, avec lequel je souscris évidemment, on aime bien aussi toujours associer une partie de cession et pas faire que de la donation. Être bien précis sur le prix de vente, parce que ça peut être un sujet de discussion, alors évidemment avec l'administration fiscale, mais surtout entre frères et sœurs. Il ne faut pas avoir la sensation qu'on a mis un prix un peu trop décoté. Donc c'est un petit point de vigilance. Juste une dernière question, parce que je vois qu'on est arrivé au bout. Mais vraiment, c'est 10 secondes. L'outil le plus simple pour ouvrir son capital en 2025 et qui n'est pas trop risqué et qui est intéressant. Aujourd'hui, alors peut-être avant la loi de finances, on allait dire les actions gratuites. Malheureusement, la contribution patronale a augmenté de 10% en passant de 20 à 30, donc ce qui est beaucoup plus cher pour la société. Si elles sont éligibles, les BSPCE.
mais ça veut dire des sociétés jeunes, donc pas forcément notre cœur aujourd'hui de l'actualité sur des AO. sociétés familiales. AO, Sinon, mais- alors ça, des actions ordinaires classiques, mais le management est obligé de mettre de l'argent dans la société, ce qui souvent, en fait, est pas vraiment dans les sociétés familiales un besoin en réalité. Donc voilà, mais du coup, peut-être les actions gratuites ou un investissement en dur donc, dans des AO. Le nouveau régime des management packages sécurise quand même grandement en fait, du coup, un certain régime, même s'il y a quelques écueils dans la loi, va avoir pour but de sécuriser. Hein. Donc du coup, en dessous d'un certain plafond, vous êtes quand même à la flat tax, hein, c'est reconnu. Et donc du coup, même si vous avez des actions de préférence et des actions ordinaires, en dessous de ce plafond-là, on reste avec une fiscalité qui aujourd'hui reste intéressante. Merci infiniment de nous avoir suivis sur cette introduction. Merci à Samia, merci à Xavier de Merci nous à avoir toi. accompagnés sur ce tout premier plateau. C'est avec vous qu'on ouvre cette 3e édition de Family Stories. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci à vous. Je vous remercie infiniment pour votre attention. On se retrouve dans un instant pour la suite de nos plateaux pour cette 3e édition de Family Stories. Merci.